autre webinaire spécifique. Donc, sans plus tarder, je laisse la main à Bogdana et je vous dis bonne attention et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Dans le marché solaire, il y a une tendance très forte qui se développe, c'est l'autoconsommation. Dans l'autoconsommation, il y a un enjeu principal. Soit vous pouvez revendre le surplus de production parce qu'il est difficile de consommer en même temps qu'un produit, soit vous ne pouvez pas. C'est un enjeu réglementaire, légal. Ce sont les pouvoirs publics qui décident si c'est possible ou impossible. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les principes de fonctionnement de l'autoconsommation, l'aspect réglementaire et la méthode pour faire les projets de l'autoconsommation. Pour commencer, je vous présente Sanji. Sanji est un bureau d'études et de développement de projets de centrales solaires en France et en Algérie, qui a été fondé en 2014 dans l'objectif d'apporter l'énergie solaire partout où on a besoin et pour tous. On travaille avec des réseaux de partenaires et de certification. Nous sommes tous passionnés par ce challenge très ambitieux et nous travaillons avec nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution à leurs besoins pour préserver notre planète. Notre fondatrice, Myriam Fournier-Cassimi, est une entrepreneuse dans l'âme. Elle a travaillé 20 ans dans le secteur bancaire et dans la finance. En 2013, elle a décidé de se spécialiser dans l'énergie solaire et elle a créé en 2014 Sanji. C'est sa vision que porte Sanji de développer l'énergie solaire en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes deux pour vous présenter le sujet de l'autoconsommation. Walid Teman, ingénieur d'études et d'exploitation, qui a 2 ans d'expérience dans l'énergie solaire et qui est ingénieur spécialiste des systèmes photovoltaïques. Et moi-même, Bogdana Shenkarenko, je suis spécialiste du droit européen et je travaille 2 ans comme business developer. Je vous invite à passer au plan. On va commencer à vous donner les grandes notions d'autoconsommation, puis nous verrons les aspects réglementaires. Après, nous passerons à la méthodologie de conception et de dimensionnement. Ensuite, nous vous présenterons les différentes solutions en vue d'augmenter son autoconsommation. Et pour terminer, nous parlons des retours d'expérience et des résultats. Qu'est-ce que c'est l'autoconsommation? C'est tout simplement la consommation de sa propre énergie. Alors, l'autoconsommation solaire. C'est en fait une solution solaire classique avec des panneaux solaires et avec des onduleurs de conversion qui vont alimenter directement le consommateur de l'électricité. Le problème, c'est que la consommation et la production ne sont pas toujours liées au même moment. On a besoin d'avoir un support du réseau ou bien des batteries. Même si vous êtes complètement isolé, vous pouvez quand même autoconsommer. Soit on consomme directement son énergie solaire et quand il n'y a pas du soleil, on utilise l'énergie du réseau ou des batteries. De toute façon, c'est de l'autoconsommation. Et avec ça, on alimente des charges qui sont des ordinateurs, des machines à laver, toutes les charges individuelles. Ça, c'est le principe de l'autoconsommation. Pour résumer, avec l'autoconsommation, vous produisez, vous consommez, vous économisez. Abordons maintenant les aspects réglementaires. Le droit de produire de l'énergie et de l'autoconsommer est la première des conditions du développement de l'énergie solaire. En France, la loi du 24 février 2017 a mis en place des mesures en faveur de l'autoconsommation. La loi PAC du 22 mai 2019 a apporté des avancées notables pour les entreprises en matière de protection de la nature ou encore d'énergie. En parallèle, la loi énergie et climat du 8 novembre 2019 inscrit l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l'urgence climatique et à l'accord de Paris. Dans ce cadre, l'arrêté du 21 novembre 2019 fixe les critères de l'autoconsommation collective étendue. Et l'arrêté du 5 février 2020
prise en application de l'article L111 du Code de l'urbanisme, prend des dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque. En Algérie, le point de départ arrive en 2002. Avec le décret présidentiel numéro 295, elle ouvre le marché à la concurrence. Un ensemble de textes encadre rapidement le développement des énergies renouvelables. Notamment, c'est la loi du 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables. L'arrêté du 2 avril 2007 qui oblige à faire la déclaration d'exploitation au CREG pour toute installation inférieure à 25 MW. Ensuite, le décret exécutif du 18 juin 2013, ce décret fixe le cadre réglementaire de l'autoconsommation. L'adaptation à la production d'énergie renouvelable est une vraie tendance européenne. Le Winter Package présenté par la Commission européenne le 30 novembre 2016 prévoit de donner aux citoyens européens un pouvoir de contrôle plus grand sur leur production et leur consommation d'énergie. La directive du 11 décembre 2018 donne un cadre à l'autoconsommation. Elle demande aux États membres d'établir un cadre réglementaire afin que toute personne ait le droit de produire, consommer sa propre production, stocker et vendre l'électricité sans devoir supporter des charges disproportionnées. Je vous ai donné un aperçu rapide de l'évolution législative, mais qui permet de démontrer qu'en Algérie et au sein de l'Union européenne, on peut voir les législations évoluer vers plus de liberté pour l'autoconsommation énergétique. Sur la prochaine diapo, vous pouvez voir la méthode de Sanji pour développer les projets solaires. On commence par l'analyse des besoins du client. Puis, dans une deuxième étape, on va faire son profil de charge, c'est-à-dire qu'on va analyser sa consommation et la qualité de son réseau de distribution. Une fois ces études faites, on va dimensionner l'installation. On va définir un profil de production. On va choisir des équipements et les angles d'inclinaison. Et on va mettre en adéquation la production et la consommation du client. Et enfin, on va mettre en exploitation l'installation, la piloter en temps réel et analyser les performances dans des conditions données. La première étape, c'est analyser et définir le besoin client. Pourquoi? Parce que chaque situation est unique. On est souvent confronté à des problèmes de stabilité réseau. Lorsque le réseau de distribution du client n'est pas assez stable, il subit des perturbations réseau, chute de tension et surtension, ce qui a un impact négatif sur la durée de vie du matériel raccordé à ce réseau. Le matériel peut même griller. L'autoconsommation de l'énergie solaire est une réponse stable. Il y a les clients qui cherchent la sécurité énergétique, c'est-à-dire la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Donc, en fait, une source infinie avec une énergie en mode continu, sans coupure. C'est la définition de l'énergie solaire dans de nombreuses régions. Parfois, le client cherche juste à avoir un backup afin de remplacer des groupes électrogènes, par exemple. En fait, le backup, ce sont des batteries de secours qui ne sont pas tout le temps actives, mais dès qu'elles ressentent une absence de réseau, elles prennent le relais en mode instantané, sans micro-coupure. Ça veut dire que la production de notre énergie passe tout le temps par la batterie et ensuite elle ressort pour alimenter des charges. Donc lorsqu'il y a une coupure, la batterie va jouer le rôle d'un EPS, l'onduleur, qui aide à éviter des micro-coupures. Nous pouvons aider avec la réduction de factures. Suite au traitement et analyse des factures, on peut déduire une courbe de réduction des coûts théoriques qui s'approche de la réalité. Et aussi, on peut vous permettre de recalculer la rentabilité de l'installation, avoir une estimation de votre installation, donc rentabiliser rapidement. Mais surtout, l'énergie solaire permet deux choses. Premièrement, de réduire l'empreinte carbone. Travailler avec une énergie green, une énergie propre, permet de moins émettre de CO2. 1 kWh produit égale 0,234 kg de CO2 évité. Et deuxièmement, de connaître le prix de l'énergie pour les 20 prochaines années. Le client peut même
mieux gérer son budget et prévoir ses dépenses. Je vous remercie et je passe la parole à mes collègues. Merci Bogdana. Merci pour cette présentation sur la partie réglementaire et les principes de base sur l'autoconsommation. Comme vous l'a expliqué Bogdana, la détermination du besoin pour l'autoconsommation est primordiale et donc c'est le point de départ pour pouvoir appréhender le profil de charge et dimensionner la solution vers l'utilisateur ou le client. On aimerait bien avoir votre avis sur cet aspect-là avant de lancer les questions et avant de répondre à ces questions-là. Donc, je viens de lancer un sondage qui normalement va s'afficher chez vous et on aimerait bien avoir votre avis sur quel serait votre besoin en matière d'autoconsommation et pourquoi allez-vous faire recours à de l'autoconsommation. Donc, vous pouvez, donc il y a plusieurs possibilités de tout ce que, par rapport à tout ce qu'a expliqué Bogdana. Et donc, c'est un choix multiple. Je laisse les votes. Je laisse le temps pour prendre les votes. En attendant, si vous voulez, on peut commencer à prendre des questions. Donc, première question. Donc, est-ce que pour ce qui est de la rentabilité, est-ce qu'il y a un ratio de calcul ou c'est arrêté à une durée fixe? Myriam? Alors, oui, merci pour les questions sur la rentabilité. Chaque cas est spécifique. Et comme vous l'a introduit Bogdana, la réglementation aujourd'hui est vraiment le point de départ pour tout ce qui va être autour du dimensionnement même du projet. En fonction de la réglementation, qu'est-ce qu'on va faire du surplus de l'énergie? Est-ce qu'on va pouvoir l'injecter ou pas? Est-ce qu'il est racheté par le utility local ou pas? Ça va déterminer également le besoin que vous avez par rapport au dimensionnement d'énergie qu'on va faire. Et du coup, la rentabilité va beaucoup changer, évoluer et on va calculer ça projet par projet. Ce qui est certain, c'est qu'on prend des équipements de très bonne qualité. Ça, c'est vraiment le sujet parce qu'on vend de la sécurité énergétique. Donc, il s'agit d'avoir une autoconsommation extrêmement fiable. Et les équipements que l'on a ont des durées de vie de 15 ans minimum, avec des garanties correspondantes. Quand on dit 15 ans minimum, c'est qu'on assure que le rendement, dans des conditions normales, va très bien fonctionner pendant ces 15 ans. Ensuite, vous avez jusqu'à 20 ans ou 25 ans, selon les équipements, d'extension de garantie. Donc ça, c'est la période que l'on prend. Et c'est ça qui était intéressant avec l'énergie solaire, c'est que dès le début, vous avez des normes où on part tout de suite sur un projet sur 20 ans et il y a des retours d'expérience. Ensuite, selon que l'on fasse de l'autoconsommation à 80%, 90% ou 100% de ce que vous produisez, là aussi, le ratio ne va pas être tout à fait le même. On a un certain nombre de modèles financiers pour calculer ça. Et ensuite, l'investissement dépend bien sûr de la batterie que l'on va mettre ou ne pas mettre. Dans certains cas, on ne met pas de batterie, bien sûr. De toute la production que vous allez pouvoir, encore une fois, prendre en charge, délester, stocker ou bien vendre sur le réseau. Et du delta que l'on va avoir par rapport aux autres équipements que l'on va remplacer. Par exemple, le groupe électrogène au diesel, le régulateur de tension, un éventuel onduleur UPS et j'en passe, d'autres équipements que l'énergie solaire aujourd'hui remplace ou supporte. Donc, en fonction de ça, vous voyez qu'on a beaucoup de paramètres à faire tourner dans nos moulinettes pour vous donner une réponse sur les taux de rentabilité. Si maintenant on parle en termes de retour sur investissement, aujourd'hui, en Algérie et en France, on est sur des retours sur investissement entre 5 à 7 ans, qui peuvent, encore une fois, s'allonger selon que l'on soit avec un parc de batterie très important, ou se réduire selon qu'on soit juste en injection. Merci Myriam. Deuxième question, pouvez-vous nous donner un exemple chiffré et concret de projet en Algérie? Un, pour un contexte maison individuelle et deux, pour un contexte agricole, ferme isolée et besoin d'électricité pour l'irrigation. Alors, c'est des projets qu'on a fait. Donc, on a fait du résidentiel, plutôt sur Alger. On a fait des agriculteurs, plutôt dans le désert. Et on a fait à Tipaza
et également en Kabylie. Et dans le désert, on était à El Golea et à Adrar. Et donc, dans ces régions-là, il y a des besoins d'irrigation, mais vous voyez que déjà, la puissance de la pompe n'est pas la même, parce qu'à Adrar, il y a de l'eau dans la nappe phréatique qui est moins profonde qu'à El Golea. Donc, la pompe n'a pas la même puissance. C'était souvent des pivots d'irrigation ou bien des petites pompes qui alimentaient des palmeraies, par exemple. Et là, le besoin n'est pas tout à fait le même. Donc, le calibre en termes de panneaux et donc la rentabilité n'est pas la même. Mais lorsque l'on compare ça pour un site isolé à du groupe électrogène au diesel et qu'on met vraiment toute la maintenance, tout l'équipement qu'il va y avoir pour le groupe électrogène, la vidange, les filtres à changer, etc., le solaire est rentable. Quasiment dans les 18 mois, on est moins cher et on va durer 20 ans. En revanche, quand on est connecté à Sonelgaz, on a ou à d'autres utilities pour l'Algérie, on a des retours sur investissement plus longs, mais on peut tout à fait coupler ça avec Sonelgaz. Et en Kabylie et à Tipaza, on était sur du off-grid où là aussi, on se comparait avec d'autres solutions qu'on mettait en support dans ce qu'on appelle la C-coupling. Et donc là, on avait de la même façon des retours sur investissement de 3 à 5 ans. Sans vouloir trahir un secret que va vous donner Zhor tout à l'heure à la fin de la présentation, c'est vraiment des calculs qu'on vous fait très rapidement et sur lesquels on se positionne avec vos paramètres, avec vos besoins spécifiques à votre projet pour vous donner très rapidement des ordres de grandeur sur la rentabilité et sur le temps de retour sur investissement. Mais c'est des choses que l'on fait. Pour le résidentiel, on était sur des résidentiels qui, là aussi, ont choisi des équipements de très, très bonne qualité. Ils avaient envie de couvrir des problématiques de perturbation, des risques de perturbation électrique. Et donc, c'est plutôt des pergolas que l'on a mises pour protéger aussi l'ombrage et la terrasse vers Saïd Hamdine. À Douera, on a fait ça en surimposition d'une toiture sur une très belle résidence d'un particulier. Ils ont mis des équipements de très bonne qualité et on s'est couplé avec ce qu'ils ont fait. Donc là, on a pour eux, l'objectif n'était pas tellement d'avoir un retour sur investissement très court, ils souhaitaient avoir de l'énergie solaire pour également commencer à maîtriser cette énergie pour leurs usines ensuite et pour leurs autres équipements industriels. Merci Myriam. Une autre question qui va sur la continuité, sur la partie rentabilité de tout à l'heure. Donc, est-ce que des fois, la durée de rentabilité dépasse la durée de la garantie? Alors, ça ne nous est pas arrivé parce qu'encore une fois, on est sur des équipements qui ont des garanties très, très longues. Et aujourd'hui, on optimise vraiment tout ce qui va être dans l'installation. Donc, à ce stade, les retours sur investissement étaient beaucoup plus courts à chaque fois que les durées de garantie. Ok, très bien. Donc, une question complémentaire aussi par rapport à la partie contexte agricole. Donc, c'est plutôt un pompage pour 200 mètres. Donc, c'est une clarification. Ah oui, donc un pompage où la pompe doit aller en profondeur dans ce qu'on appelle HMT à près de 200 mètres. On demande après, est-ce que c'est 200 mètres de profondeur ou est-ce que ça prend aussi la distance que doit parcourir l'eau en surface? Et à partir de là, on a un certain nombre de calculs. Si c'est pour alimenter un pivot, le pivot, il consomme très peu d'électricité. Hein. Le cœur du réacteur dans les problématiques d'irrigation, c'est vraiment la pompe. Donc là aussi, on a des modèles, nos ingénieurs sont passionnés et savent faire ces calculs-là avec grand plaisir pour vous démontrer ça. Voilà, donc si vous permettez, donc je vais afficher les résultats du vote, même si enfin, une grande partie a répondu au sondage. Donc sur ces résultats, donc comme vous pouvez le constater, normalement ça s'est affiché chez vous. Donc une grande partie ou 80% des gens qui ont répondu ont un besoin de réduction de facture d'électricité en autoconsommation. Il y a une grosse partie qui veulent maîtriser leur consommation d'énergie, une autre partie qui veulent avoir une maîtrise des prix de l'énergie sur 20 ans. Et puis, bon, il y a d'autres besoins, notamment en sécurité énergétique, pour la stabilité du réseau et pour la rentabilité économique. Donc, on constate bien que, et c'est ce qu'on voit généralement sur le retour du terrain, donc souvent l'autoconsommation, on a recours à ça pour
réduire les factures d'électricité, mais aussi pour avoir une certaine maîtrise de la consommation énergétique et répondre à certains besoins énergétiques qui sont souvent critiques pour certains clients et sur lesquels ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une interruption. La réduction de l'empreinte carbone, nous aussi, on le voit souvent, donc notamment pour des entreprises qui ont des objectifs en matière RSE, qui ont des objectifs environnementaux. Donc, souvent, on répond à ce besoin-là en matière d'autoconsommation. Myriam ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous voulez rajouter ou compléter quelque chose? Oui, alors ce sondage est très intéressant sur les réponses qu'il obtient de très loin. Hein, c'est la réduction de factures et la maîtrise du prix de l'énergie pendant les 20 prochaines années. Ça tombe bien. Aujourd'hui, la réglementation, comme vous le disiez, Bogdana, très justement, avance en ce sens. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans de nombreuses régions, c'est rentable sans subvention. En Algérie et en France, on a une particularité, c'est que l'énergie est vraiment pas chère sur les factures quand on regarde rapporté au kilowattheure. Néanmoins, le solaire, depuis ces dernières années, baisse drastiquement et de façon très rapide, ce qui nous permet aujourd'hui, dans de nombreuses régions d'Algérie, d'être compétitifs avec ces prix-là et en tout cas d'assurer une sécurité de l'énergie où vous allez enlever tout ce qui sont les petites solutions de contournement et de backup. Et encore une fois, on serait ravis de faire ces calculs et ces dimensionnements économiques parce que c'est possible aujourd'hui d'avoir des retours sur investissement très très courts. Encore une fois, on doit prendre l'irradiation solaire, on doit prendre l'exposition, enfin on a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, mais les équipements coûtent moins cher, les ingénieurs vont plus vite, les installateurs économisent aussi sur les délais d'installation parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour maîtriser les coûts sur toute la chaîne et le gros poste d'un investissement solaire reste encore l'équipement, donc les panneaux, le câble et les onduleurs, pour faire simple. Le travail d'ingénierie, le travail d'installation pèse à peu près pour 30 à 40% de ces postes-là. Donc oui, c'est possible. Oui, ça répond exactement à ces besoins-là. Et puis encore une fois, ça vous permet d'avoir d'autres avantages à prendre en compte. Donc on est typiquement sur la bonne vibes. Super. Donc, on a vu sur la première partie de la présentation la démarche de cerner vraiment le besoin de notre client ou de l'utilisateur. À partir de ce besoin-là, donc on va passer à la partie dimensionnement et profil de consommation du client. Donc, je vais laisser Walid vous donner un peu plus de détails sur ces parties-là. À toi, Walid. Bonjour à tous, merci Zohor. Alors, pour savoir ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'on consomme, on va se baser d'abord sur des factures d'électricité qui vont nous donner notre consommation. Là, on va établir généralement des journalière. Je ne sais pas si on arrive possible. Oui, alors, est-ce que tout le monde... Les joies du direct, il y a des on va voir. Problèmes de connexion côté Tlemcen. Alors, c'est mieux là? Voilà, essayez sur la caméra, peut-être que ça ira. Très bien. Ouais. Reprenez Walid si vous voulez là? bien au départ, ouais, pour qu'on vous suive. Merci. Désolée pour ces petits contretemps, mais on va s'adapter, ne vous inquiétez pas. Ça ne marche pas, je pense. Walid? Alors, comme je dis, est-ce que Walid, je crois que je vais reprendre parce que non, on ne vous entend pas, Walid. C'est tellement dommage.
On fait un dernier essai, sinon je vais reprendre. C'est pas grave. C'est dommage. Allez-y, Walid. Allô? Oui. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Beaucoup plus nettement. Oui. Allez-y. Alors, pour les installations existantes, on se base généralement, lors des premières études, la préétude, sur la facture d'électricité. Donc, la facture d'électricité va, elle, nous donner une idée de ce que notre client va consommer. Et de là, on va déjà établir un profil de charge journalier se basant sur nos calculs des moyennes et des moyennes journalières et mensuelles. Après le second, alors un peu plus tard, lorsqu'on va avancer un peu plus sur l'étude, on a généralement, pour bien optimiser notre installation, on installe des enregistreurs de données quand c'est possible. L'enregistreur de données va lui nous donner des données beaucoup plus précises sur la consommation et on va pouvoir observer le comportement de la charge avec une plus grande précision. Sur les nouvelles installations, alors on a aussi ce cas-là où les charges n'existent pas encore, où ça va être fait en parallèle. Alors on se base sur le bilan de puissance. Alors c'est plus difficile de se baser sur le bilan de puissance parce que bien qu'on a des bilans de puissance avec des coefficients d'utilisation et des coefficients de simultanéité précis, on ne va pas pouvoir faire de courbes de charge précises. Alors, on va voir ce que on va voir avec les factures d'électricité. Alors, la facture d'électricité, Alors, attends juste une seconde, Walid. Oui. Je vais juste résumer ce slide. Et on a repris un peu de votre réseau, donc ça passe mieux. Alors, pour résumer sur ce slide, pour remettre tout le monde, en fait, on a 3 méthodes pour analyser vos besoins. La première des choses que l'on fait, c'est qu'on prend vos factures d'électricité, comme l'a dit Walid, j'espère qu'il était compréhensible. Ces factures d'électricité nous permettent d'avoir une modélisation très théorique de votre consommation par mois. Ça va nous permettre de déterminer une certaine saisonnalité dans votre consommation. Donc, est-ce que vous consommez plus en hiver, en été? Est-ce que c'est stable dans l'année? C'est les premières informations avec lesquelles on commence à travailler. Évidemment, lorsqu'on va faire de l'autoconsommation, ça ne nous suffit pas. Donc, on place très rapidement chez vous un enregistreur de données ou plusieurs enregistreurs de données au niveau du tableau général de basse tension, moyenne tension, au niveau des compteurs ou au niveau des sons-compteurs, enfin, tout est possible. Et avec cet enregistreur de données, on va plus en avant, plus précisément dans l'analyse. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde cette fois-ci à la semaine, on fait des zooms à la journée, on analyse un mois complet et on regarde ce qui se passe. Et avec ça, bien sûr, on a un profil de consommation encore plus précis. Et Walid va vous le dire juste après. En plus, on a beaucoup d'autres paramètres que l'on arrive à étudier, en génie électrique notamment. Avec ça, on va être beaucoup plus à même de vous faire une analyse très précise de votre profil de consommation et ensuite de vous faire du coup un dimensionnement adapté à vos besoins et à votre profil. Ça, c'est les cas idéaux. Mais quand on n'a pas ça, bien sûr, vous avez une nouvelle banque, une nouvelle usine, un nouveau chantier, et bien vous ne savez pas combien vous avez consommé. Donc, on a 2 options. La première, c'est de prendre votre installation existante si vous allez juste déménager votre banque ou votre usine. Donc, on prend votre consommation actuelle et puis on va l'extrapoler avec vous. Et puis, en général, bien sûr, il y a un bilan de puissance qui est déterminé par votre bureau d'études, votre bureau d'architecte ou votre électricien. Ce bilan de puissance, Walid va aussi vous montrer comment on travaille. Et du coup, c'est un peu moins précis, mais bien sûr, on est capable, encore une fois, de dimensionner. L'objectif de ces 3 méthodes, de ces 3 sources, c'est de déterminer votre profil de charge et d'analyser votre consommation. Maintenant, effectivement, je vous propose, j'espère que Walid a retrouvé un peu de connexion, de passer sans plus attendre à l'analyse de votre facture d'électricité. Alors, merci Myriam. Alors ici, on va avoir ce qu'on va tracer comme courbe à travers nos factures d'électricité. Et de là, on va voir janvier, février, mars, et on va voir comment se comporte la consommation.
On voit bien que ça, c'est typique d'une consommation, on va dire, normale, où on a sur les mois d'hiver et début du printemps une consommation qui est relativement stable, mais qui va s'accentuer dès l'arrivée de juin et donc l'utilisation massive des climatiseurs. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation qui va se faire de juin, juillet, août. On va consommer énormément d'électricité et après, ça baisse pour retrouver une valeur moyenne. Ici, c'est très intéressant de voir ces changements-là parce que ça va nous aider à calculer nos taux d'autoconsommation et nos taux de couverture à différentes périodes et donc d'optimiser l'installation selon les besoins du client. Si on veut l'optimiser pour qu'elle produise de l'énergie en hiver ou en été, ça va jouer sur les orientations, sur les inclinaisons, sur même le choix des panneaux solaires. Alors, second type, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi grâce à l'enregistreur de données? On va pouvoir voir la consommation aussi journalière, mais avec un peu plus de précision. On va pouvoir établir des mines, des max et des moyennes. On va pouvoir différencier la consommation. Ici, c'est une consommation journalière. Alors, on va pouvoir différencier la consommation semaine et la consommation week-end, ce qui est très intéressant. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des week-ends chez nos clients où on a installé des enregistreurs de données où ils consomment beaucoup plus le week-end que le jour de semaine. Donc, directement, on commence déjà par alerter notre client sur ce genre de choses, lui expliquant, on va chercher, on va faire vraiment une enquête pour savoir qu'est-ce qui va consommer le plus, qu'est-ce qui fait qu'il y a une consommation qui augmente tel et tel jour. Donc, c'est très particulier, c'est très intéressant de voir jour par jour qu'est-ce qu'on va consommer. L'enregistreur de données va aussi nous donner une donnée essentielle, qui est sur le slide suivant, c'est la consommation de nuit. La consommation de nuit est très importante quand il faut dimensionner des batteries, parce que ça va en fait conditionner toute notre installation. Et de là, on va pouvoir sortir ces données et savoir exactement chaque jour, chaque nuit, qu'est-ce que l'on a consommé. Et de là, on va encore une fois refaire une enquête, peut-être conseiller à notre client de mettre des minuteries pour couper de l'éclairage, mettre des détecteurs de présence pour toutes sortes. On va faire toutes sortes de recommandations pour faire baisser cette consommation et donc faire baisser notre capacité de batterie et donc optimiser notre installation pour qu'elle soit le plus rentable, le plus rapidement possible. L'enregistreur de données va nous donner encore plus d'informations. Il va nous instruire sur les tensions dont nous disposons sur le réseau. Il va nous donner aussi d'autres informations telles que la fréquence, le courant, les THD, les coefficients de puissance. Il va donner énormément d'informations qui vont nous permettre de savoir dans quel état se trouve le réseau actuel du consommateur. Ici, on voit par exemple, c'est une courbe de tension et on voit une certaine variation. Il nous est déjà arrivé de détecter des équipements défaillants dans certaines installations grâce à ces enregistrements et on soit les réparer, soit les éliminer parce qu'ils perturbaient le réseau local de notre client. Et tout ça se fait en fait au préalable, avant même d'avoir installé l'installation solaire. Avant tout ça, on va déjà commencer par savoir s'il y a des problèmes de consommation, par exemple le week-end ou la nuit. On va savoir s'il y a des problèmes de tension ou de courant, par exemple s'il y a une pompe vieillissante, on a des appels de courant très très importants à un certain moment qui vont peut-être fragiliser notre réseau
Tout ça, on va pouvoir le gérer juste en mettant en place un enregistreur de données. Donc, voilà, on passe au slide suivant, on va voir les courants, typiquement ce que j'étais en train d'expliquer. En bleu, on va voir à un certain moment, il y a un pic de consommation qui va en fait totalement fausser. Si on regarde avec moins de précision, on va totalement fausser notre dimensionnement. Si on prend en considération les 12 ampères de ce pic, on va dimensionner notre onduleur sur cette base-là, donc notre onduleur va être plus grand, alors que notre appel de courant moyen se situe vers les 2 ou 5 ampères. Donc déjà sur cette base-là, on va pouvoir encore une fois conseiller soit des variateurs de vitesse ou bien des fois même changer des équipements défaillants qui sont appelés des courants aberrants au démarrage. Et de là, on va déjà améliorer la consommation de notre client. Alors, sur le slide suivant, on va voir que voilà ce qu'on va... C'est le bilan de puissance, en fait, dans les cas où l'installation n'existe pas encore, où les charges ne sont pas encore en utilisation et où on ne va pas pouvoir mettre en place un enregistreur de données. Donc ici, on va mettre le type de raccordement, l'équipement, le type de raccordement, les unités, la puissance de chaque unité, les courants d'appel et les heures de fonctionnement qu'on va deviner où on va travailler avec soit le bureau d'études, soit notre client. Et de là, on va sortir avec une énergie consommée par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, en plus de toutes les données qu'on a affichées ici, on rajoute des coefficients qu'on appelle coefficient de simultanéité, des coefficients d'utilisation. Coefficient d'utilisation, ça correspond aux heures de fonctionnement par jour. Coefficient de simultanéité, c'est est-ce que, par exemple, le PC va fonctionner en même temps que l'éclairage extérieur. Et de là, on sort des coefficients qui vont nous aider à optimiser en fait la consommation et se rapprocher de plus en plus de la consommation qui va être la consommation de nos charges. Donc là, c'est aussi, on va pouvoir dimensionner aussi par rapport au bilan de puissance, évidemment. Alors ici, on a un profil de charge journalier. Ce profil de charge, on va pouvoir le tracer bien sûr grâce à l'enregistreur de données. Et ça correspond aux appels de courant qu'on a montré un peu plus tôt sur le graphe des courants. Ici, par exemple, on a un pic de consommation à 7 heures du matin. Ça peut correspondre à l'ouverture des bureaux ou à un moment où tout le monde va allumer le PC, l'éclairage, la machine à café ou toute autre charge. Et là, on va pouvoir visualiser ce comportement et l'améliorer. L'améliorer comment? Variateur de vitesse, minuterie ou bien juste un comportement, juste avec du conseil en disant quand on arrive le matin, on ne va pas allumer toutes les charges en même temps, on va faire en sorte d'allumer bureau par bureau, étage par étage et on va avoir une consommation qui va être corrigée, celle qu'on voit à notre gauche, à notre droite, qui va être corrigé. On peut faire encore plus, on va pouvoir même des fois déplacer des charges qui sont en fait, vu qu'on a une courbe de production qui va atteindre son apogée à midi, on va pouvoir donner comme indication au client, de lui dire telle ou telle machine, on devrait l'utiliser par exemple à midi, parce qu'à ce moment-là, si on utilise cette machine, on va augmenter notre taux d'autoconsommation, améliorer notre couverture depuis l'alimentation depuis le solaire. Donc, c'est très important d'avoir ces graphes-là, c'est très important de les discuter avec le client. Ça améliore grandement le fonctionnement de l'installation et ça permet aussi d'optimiser l'installation. Ces installations-là, quand on les met en place, s'il n'y a pas un travail qui est fait avec le client, avec toutes sortes de recommandations et toutes sortes d'équipements, en fait, on va
perdre de l'argent bêtement, alors qu'on pourrait très facilement, avec des habitudes très simples, améliorer notre consommation et donc optimiser l'utilisation de l'énergie solaire. Nous Alors, je voudrais rajouter, merci Walid, je voudrais juste rajouter une Oui. chose sur ces profils. Vous voyez, hein, comme on a décrit toutes les étapes pour la mesure de la consommation qui non seulement nous paraissent essentielles quand on fait de l'autoconsommation avec les différentes méthodes, mais qui vont aussi vous donner à vous, en tant que client ou en tant que bureau d'études, des analyses très fines sur votre profil de charge que souvent, par expérience, vous découvrez avec nous. C'est-à-dire qu'il y a un pic d'appel de consommation comme ici le matin à 8 heures ou à 6 heures qui peut s'expliquer par tous les moteurs de clim qui se mettent en marche ou bien sur une industrie, toutes les machines qui se mettent en marche en même temps. Et parfois, il suffit de décaler de quelques secondes l'allumage de ces moteurs pour avoir une courbe beaucoup plus lisse. De la même façon, quand le pic de charge le soir, quand à la maison on rentre et que tout le monde allume la lumière en même temps et les équipements électriques, sur les industries, sur les banques, sur les particuliers, on a des pics aussi qui sont propres à vos besoins. C'est fondamental de commencer par cette méthode. Et aujourd'hui, grâce à la façon dont on travaille avec ces enregistreurs de données et cette automatisation, ça n'alourdit pas le coût de l'investissement final. Au contraire, comme vous le disiez Walid à l'instant, ça vous permet d'optimiser encore mieux cette adéquation entre production solaire qui arrive et cette consommation que l'on a. Et comme vous le dira Zohor tout à l'heure, encore après, une fois qu'on a mis en service, on est encore là pour continuer à mesurer avec vous et fine-tuner finalement votre consommation versus la production. À vous, Walid. Merci. Allez-y. Oui. D'accord. Je sais pas, donc je sais pas si vous voulez, s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui s'affichent ici. Donc, s'il n'y a pas de questions et pas d'autres clarifications, on continuera sinon. Et on prendra des questions à la fin lors de la prochaine pause. Vas-y, Walid, continue, on prendra les questions juste après. Alors, merci, Zohor. Tu peux revenir juste, c'est un slide avant. Merci. Alors, maintenant, nous abordons la partie dimensionnement. La partie dimensionnement, ça va consister à dimensionner notre champ photovoltaïque, le choix des équipements, le choix des batteries et d'autres paramètres qui vont... c'est les paramètres qui vont être propres à votre installation. Alors, généralement, on commence par un plan de situation ou des coordonnées GPS sur lesquelles on va se baser pour tirer les rayonnements solaires typiques de votre situation géographique. Cela nous permet de déterminer la puissance crête, la puissance crête de notre générateur. Donc la puissance crête du générateur plus le rayonnement solaire qui est sur la position où va être mise en place l'installation, on va déterminer qu'est-ce qu'on va pouvoir produire grâce à des simulations comme énergie. Donc, c'est très, très simple. Il y a des bases de données très, très, très intéressantes qui sont très, très fiables. On a pu le constater en comparant après, quand on a installé l'installation, on va comparer la production avec ce qu'on avait calculé. C'est très, très fiable. Et ça nous aide à déterminer la puissance crête de notre générateur. L'étape qui suit, c'est la simulation 3D et 2D, c'est les implantations, de comment on va implanter les panneaux, comment on va les orienter, comment on va les incliner, et on va montrer ça comme le montre le petit graphique à droite. Donc, cette partie-là est très intéressante. L'étape suivante, c'est de déterminer quel équipement on va utiliser. Les équipements qu'on va utiliser, ça va dépendre évidemment de la situation géographique, de la puissance
crête du générateur qu'on a déterminé grâce à la situation géographique et au point GPS. Et de là, on va définir avec le client le point d'injection. Le point d'injection, ça veut dire à quel endroit la puissance qu'on va produire va être injectée dans le réseau local. Très souvent, c'est au niveau du compteur pour maximiser, on va dire, l'utilisation de l'énergie produite. Et de là, on va avoir par exemple le graphique qui est à droite, qui est tiré d'une passerelle de communication, d'un système de gestion à distance. Et on va pouvoir monitorer exactement qu'est-ce qu'on a utilisé depuis le solaire, qu'est-ce qu'on a utilisé depuis le réseau et qu'est-ce qu'on a consommé. Et de là, on va avoir des informations telles que le taux d'autoconsommation. Alors, euh, sur le slide suivant, ici, on a une cloche de production simulée avec une charge. Alors, la production est en vert et la consommation est en bleu. Ici, on voit bien, c'est les points qu'on a discuté un peu avant. La charge, en fait, ne correspond généralement pas à ce qu'on va produire. La cloche de production étant ce qu'elle est. On a un pic de production vers midi, 13h. Ça dépend de l'orientation et l'inclinaison des panneaux. Généralement, à midi, on a le pic de consommation. Et donc, la couverture, les charges qu'on va couvrir sont des charges qui sont en fait l'intersection entre la courbe bleue et la courbe verte. Et ça, c'est en fait une consommation partielle. Le surplus va soit être stocké dans des batteries si on a des batteries, et là, on va optimiser notre autoconsommation, c'est-à-dire que le surplus, on va le stocker et l'utiliser un peu plus tard, et donc augmenter notre taux d'autoconsommation et notre taux de couverture, ou bien c'est dans d'autres pays, d'autres législations, on va pouvoir vendre cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aussi utiliser des compteurs intelligents qui vont en fait tout simplement supprimer le surplus. Et donc, on a la courbe, cette courbe-là. En fait, on a éliminé la cloche et la production va s'adapter à notre consommation. Euh, Tout ça, c'est bien sûr faisable avec des compteurs intelligents, des passerelles de communication. Euh, sur le slide qui suit, on va voir aussi ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est le stockage, c'est-à-dire que l'énergie en surplus, celle qu'on ne consomme pas directement, on va la stocker dans des batteries et là, on va augmenter notre taux d'autoconsommation. Donc, c'est très, très, très intéressant d'avoir des batteries. Même si ça augmente l'investissement de départ, ça peut être très intéressant parce on va pouvoir adapter ou dimensionner de façon rationnelle notre installation par rapport à la consommation et augmenter notre taux d'autoconsommation et donc réduire de manière sensible la facture d'électricité de notre client. L'exploitation, c'est la dernière partie en fait de notre cheminement. L'exploitation, c'est oui. Pardon, Walid, on va Oui. juste reprendre là. Merci. C'est vraiment dommage qu'on ne voit pas votre plus beau sourire, mais c'était très bien pour la connexion Internet. On vous a très bien entendu. Je vais juste compléter ce que disait Walid, mais je pense que le son était très bon pour tous. Pour résumer, ce qu'on se disait, c'est que finalement, c'est un dimensionnement extrêmement classique de dimensionnement solaire. Donc, on prend l'endroit où vous êtes, on commence par Google Earth ou par d'autres points GPS et des boussoles, mais ensuite, évidemment, on prend les plans de masse, on va dans le détail des plans AutoCAD ou architecturaux que vous avez à nous proposer pour avoir un dimensionnement sur le plan de situation très précis en termes d'implantation. Ensuite vient naturellement la détermination de la puissance que l'on va allouer
en fonction des contraintes de place que vous avez, des optimisations qu'on a regardées avec le besoin précédent et votre consommation. Donc ça, on commence déjà à faire du spécifique d'autoconsommation finalement. Parce que, comme vous le disiez Walid, si vous consommez plus en hiver, on va orienter et incliner le panneau en fonction de cette consommation en hiver. De la même façon, si vous avez une consommation plus importante le matin ou plus importante le soir, on va plutôt mettre les panneaux plus à l'est ou plus à l'ouest. Donc, on s'adapte et le dimensionnement s'adapte vraiment à ça. Ce que l'on fait classiquement dans les grandes centrales photovoltaïques, c'est qu'on optimise la production parce qu'on veut optimiser le gain financier que les investisseurs attendent pour injecter le maximum d'électrons sur le réseau. Vous voyez qu'en autoconsommation, on est un peu différemment. Le besoin, cette fois-ci, c'est de se caler au plus près de votre consommation. Bien sûr, en optimisant aussi la production pour l'élément financier. Mais ce n'est pas, pas la variable de décision ici précisément. Ensuite, on fait des simulations 3D et l'implantation en fonction de là où on veut se mettre. Donc, parfois, on met même des panneaux sur la façade de l'immeuble. C'est ce qu'on a fait à Gardaïa, c'est ce qu'on fait à Hassini Saoud. Parfois, on a en surimposition. Et en fonction de vos besoins et des calculs que l'on fait, le dimensionnement devient spécifique à ce moment-là. Ensuite, on revient sur des choses assez classiques, de choix de l'onduleur d'injection, des puissances, à quel endroit on va injecter sur le point de livraison. Mais là aussi, spécifiquement par rapport à la taille de votre usine ou le besoin de l'agriculteur, le point d'injection peut un petit peu varier. Est-ce qu'on se met au niveau de la pompe? Est-ce qu'on se met au niveau du compteur? Et qu'est-ce qu'on va rajouter comme puissance à ça? Typiquement, un agriculteur à Algolea, il va avoir un pivot, il va avoir une palmeraie à alimenter, mais il est possible que les besoins en eau de ce pivot d'irrigation qui fait du blé ou de la palmeraie ne sont pas les mêmes toute l'année. Quand le blé commence à pousser, quand il est à sa phase de germination, puis quand on en est à la récolte, les besoins en eau donc électrique ne sont pas les mêmes. On calibre tout ça, mais on dit voilà, une fois qu'on a de l'énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, soit on la déverse vers un autre besoin, par exemple les besoins des machines à traire s'il a des vaches, ou bien les besoins de refroidissement pour le lait, les pommes de terre ou que sais-je. Et on va regarder avec lui comment on peut optimiser cette production par rapport à la consommation pour l'injecter ailleurs. Donc ça, c'est là qu'on commence à faire du spécifique. Ici, Walid vous a expliqué qu'on met bien sûr en exergue la production et la consommation. Et lorsqu'on ne veut pas injecter ou lorsqu'on n'a pas le droit de le faire, comme c'est le cas dans certains pays, on met un limitateur de production. C'est comme en plomberie, c'est un clapet en petit retour qui fait qu'en fait, les électrons n'ont qu'un seul chemin à prendre. Tout ça doit être déterminé par rapport à la réglementation, vos besoins et ce que l'on peut faire. Donc ici, c'était la courbe dont il vous a parlé. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus dans le détail demain, d'ajouter des batteries lorsque c'est nécessaire, qui ont là aussi un certain nombre d'avantages qu'on sera heureux de vous présenter demain à la même heure à ce webinaire. Merci Myriam. On va prendre peut-être des questions avant de passer à la suite de la présentation. Donc, quel est l'impact de la qualité des équipements sur la production? Walid? Alors oui, il est très important de bien choisir ces équipements. L'impact c'est très très simple. Quand on a un équipement, on va dire de basse qualité ou de moyenne qualité, il va subir certaines choses. Par exemple, quand on a un phénomène qui arrive très souvent, ça s'appelle le dérating. Le dérating, en fait, c'est quand un onduleur, selon une certaine température, va fonctionner d'une certaine manière. S'il fait, par exemple, 45 degrés, ce qui peut très souvent arriver dans notre pays, l'onduleur va se mettre en sécurité et baisser sa production parce qu'il a très très chaud. Les onduleurs qu'on utilise sont les meilleurs onduleurs sur le marché. On a très peu vu ce genre de comportement même quand il fait très très chaud. On utilise aussi des équipements qui ont des
systèmes de sécurité intégrés avec des parafoudres intégrés, des anti-inversions de polarité. Tout ça fait que la qualité de l'équipement, de l'onduleur qu'on va utiliser, va jouer au final sur la production parce qu'il va être pas ou très peu souvent en arrêt ou en panne et donc on va produire de manière plus durable et plus longue. Très bien. Et sur la partie panneau solaire, Walid? Alors sur la partie panneaux solaires, la qualité des panneaux solaires est évidemment un paramètre très important parce que comme tous les panneaux solaires, ils ont un taux de vieillissement. Si le taux de vieillissement arrive très tôt ou brusquement, on va avoir des problèmes de production. Et donc, on va mettre en jeu, on va avoir mettre en jeu la rentabilité de tout le système si on n'étudie pas très très bien ou si on ne choisit pas très très bien le type de panneau. Donc, c'est aussi important le choix du panneau, la qualité du panneau, la technologie du panneau, qui doit être d'ailleurs de toutes les façons adaptée à l'application, et le choix des onduleurs par rapport à leur qualité. Donc, c'est très très important d'avoir des équipements de qualité pour assurer une production sur les durées qu'on a déjà désignées, 10-15 ans. C'est très très important. Merci. Myriam, tu veux compléter avec quelque chose? Oui, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle est au cœur du sujet en fait. Hein. C'est comme dans tout, l'autoconsommation solaire, c'est un métier comme un autre, accessible, passionnant, mais sur lesquels on a beaucoup de questions et de bonnes questions à se poser. C'est ce qu'on essaye de vous démontrer par ces exercices de vulgarisation aujourd'hui. Typiquement, on doit non seulement avoir des équipements extrêmement fiables, avec des indices de protection extérieure robustes, donc on est sur du 65, du 67, mais on doit aussi avoir un service avec toute cette électronique qui est à bord. Typiquement, nous, on est aujourd'hui, et assez fiers de le dire, hein, avec des équipementiers algériens, avec des équipementiers français, avec des équipementiers allemands. Sur les panneaux solaires, on a un certain nombre de choix. Mais comme dans tout, en industrie, il peut y avoir un problème sur une série lié à un contrôle qualité ou que sais-je. Et donc là, il nous faut avoir un lien avec l'équipementier très rapide, très fort, pour qu'il analyse ce qu'on est en train de regarder. Donc, je suis assez fière aussi de vous annoncer qu'on a beaucoup de données sur ces équipements qu'on a testés partout dans le pays, en Algérie. On a recouvert beaucoup de données aussi pour la France et on a testé beaucoup de ces panneaux. On a travaillé, j'ai pas de problème à le dire, avec Schneider Electric au départ. On a simulé beaucoup de choses avec ABB et notre choix s'est terminé sur SMA, qui sont les leaders mondiaux des onduleurs. On travaille bien sûr aussi avec du Steka, du Studer lorsque c'est nécessaire, ou du Victron, mais on ne va pas en dessous en termes de qualité. Moi, je fais le tour des salons, je regarde beaucoup ce qui se passe, je vais dans les usines, je vais dans les labos, je vais dans les universités pour voir où est la techno, où est l'innovation. Et j'emmène avec moi, quand je peux, bien sûr, nos ingés. Et SMA, c'est facile, ils testent tous les composants. Tous les composants d'un onduleur sont testés. Vous avez un spécialiste du ventilateur, un spécialiste de la carte électronique, vous avez un spécialiste de tout ce qui va être autour des échanges thermiques dans l'onduleur. Donc, enfin, tout ça pour vous dire que je pourrais en parler pendant des heures de ce choix des équipements. Pour nous, il est fondamental et on préfère pas travailler que travailler avec des équipements de mauvaise qualité. Ça, c'est clairement l'ADN de Sungy. En fait, on a l'impression que c'est pas cher sur le papier, mais dès qu'on envoie un ingénieur pour réparer, pour comprendre ce qui se passe, tout le monde perd du temps et de l'argent et de l'envie. Et donc, c'est pas du tout notre stratégie. Donc, on préfère rester petit, enfin, en tout cas, rester sur ces projets-là, mais qui vont chercher de la qualité. Donc, si c'est une niche dans nos marchés, bah, c'est une niche sur le marché, mais on ne changera pas de ça. Mais on prend des équipements. Sur les panneaux solaires, on est en train de travailler sur une étude que je vais être heureuse de vous partager dans quelques temps sur tous les mauvaises pratiques dans le choix des panneaux solaires. Pareil, ce n'est pas un prix, mais ce n'est pas uniquement un prix. Il y a une problématique de dilatation des matériaux, parce qu'on met de l'alu, parce qu'on met du verre, parce qu'on met des cellules photovoltaïques à l'intérieur. Il y a une problématique de tenue des soudures entre les
les cellules elles-mêmes. Donc, on a choisi pour nos derniers projets des technologies dites BIVER. Je pourrais encore une fois en parler avec vous pendant des heures avec grand plaisir. Cette technologie BIVER, elle a une grande avancée, un grand avantage par rapport aux autres, c'est qu'en fait, elle plaque les cellules entre elles. Donc, on n'a plus de soudure, on a moins de dilatation des matériaux. C'est un peu... et ça va durer plus longtemps. Les rendements vont se perdre, mais qu'au bout de 20 ans. Et donc, on a quelque chose qui est encore une fois beaucoup plus fiable. Alors, on a testé beaucoup de techno BIVER. Hein, on a pris des Allemands, SolarWatt, et on a fini par choisir aujourd'hui, sur certaines technos, les panneaux ORES qui sont fabriqués à Batna, qui ont des technos... très avancés, certifiés qualité et surtout qui ont des reconnaissances internationales et on a éprouvé, on a fait des due deals dans leurs usines. Le dernier point sur lequel j'ai vraiment envie de vous partager notre avis à tous, c'est les câbles. Les câbles, on a l'impression que c'est le dernier poste qu'il va falloir négliger. Or, c'est par là que circulent les électrons. Donc, pour nous, c'est fondamental d'avoir des câbles de bonne qualité, bien calibrés en termes de section de câbles, en termes de recouvrement du câble, de garantie, parce que là aussi, si l'électron ne peut pas passer, on a des risques importants. C'est de l'électricité, encore une fois. Donc, vous avez des effets Joule, vous avez des risques de surchauffe du câble, etc. Et là, quand on doit intervenir sur le câble, c'est juste impossible. Donc, on met de la surqualité au départ et on est tranquille derrière. On ne met pas du luxe. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument prendre du SunPower ou absolument prendre que des disjoncteurs Schneider Electric. Ce n'est pas ça. Mais il faut bien calibrer le choix de ces équipements pour pouvoir être tranquille en autoconsommation derrière et pour les assurances et surtout pour optimiser votre production. Merci Myriam. Une autre question. Qu'est-ce qui différencie une installation d'autoconsommation à d'autres, par rapport à d'autres? Alors, là, on a deux solutions. Soit on fait de l'autoconsommation, soit on fait de l'injection. C'est-à-dire que soit on consomme cette électricité, soit on produit pour vendre cette électricité. Donc, la différence, elle est sur les études. Où est-ce qu'on va injecter cette énergie? Donc, vous l'avez vu, hein, sur l'autoconsommation, il faut vraiment passer du temps sur l'analyse de votre consommation, alors qu'en injection, il y a du temps aussi qui est passé, mais plutôt sur le point d'injection. Quelle est la fréquence? Quelle est la capacité de ce réseau à recevoir cette puissance? Quelle est la capacité du réseau à la réinjecter dans ces différents canaux, donc transport, distribution ou local? Et donc, les questions ne sont pas tout à fait les mêmes. En dimensionnement, ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a des questions qui sont un peu différentes. Selon le profil de consommation que vous allez avoir. On n'optimise pas uniquement le gain et donc la production, on optimise l'adéquation production-consommation. Merci Myriam. Donc, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. On pourra passer à la suite. Il y a une dernière question qu'on reçoit à l'instant. Combien coûte une installation classique pour une maison? Alors, je peux vous donner quelques ordres de grandeur, mais cher monsieur ou chère madame, je ne sais pas si vous avez 2 enfants, 3 enfants, une piscine, une pompe, des climatiseurs, 2 machines à laver, des ordinateurs. Donc, ça va être un ordre de grandeur. Est-ce que vous êtes bien exposé au soleil? Est-ce que vous êtes plein sud? Est-ce que votre toiture est accessible? Tout ça, c'est des paramètres que l'on va prendre en compte pour vous produire votre propre électricité. Alors, en France, on va commencer à 3 000 €. En Algérie, on va commencer à 400 000 dinars. Et puis, on va très vite monter pour voir ce que vous souhaitez couvrir. Et donc, vraiment là-dessus, on peut vous faire des préétudes pour vous calibrer ça. Et Zrol vous en dira un peu plus dans quelques instants. Je sais que c'est un paramètre qui est important, mais il y a plusieurs modèles en plus. On a des modèles de leasing, on a des modèles de cofinancement avec des partenaires bancaires, on a des modèles également où on vous vend nous-mêmes l'électricité. Donc, il y a des investisseurs qui sont propriétaires de la toiture terrasse solaire et qui vous vendent l'électricité. Donc, en fonction de ça, le besoin n'est pas le même. Donc, je vous ai donné un chiffre pour un point de départ. Il faut compter 3 000 €, 300 000 dinars. Mais ça va vraiment dépendre. Pour une personne seule ou pour une famille de 15 personnes ou de 4 personnes avec des profils de consommation différents, ce n'est pas tout à fait la même chose. En gros, il faut partir du principe qu'un ménage européen consomme à peu près 3 000 kWh par an. Un ménage algérien, un peu plus. C'est beaucoup lié à la climatisation.
que l'on a chez nous. Et du coup, de là va forcément dépendre la place, les équipements que vous avez. Je sais que c'est un peu frustrant de ne pas vous donner un chiffre précis, mais vous comprenez qu'il y a vraiment une préétude à faire en avant. Et pareil, sur le choix des équipements, vous allez être tranquille pour 15 ans, pour 20 ans. C'est vraiment ça qu'il faut se dire sur des choses très éprouvées. Merci Myriam. De toute façon, comme le disait Myriam, je vous en parlerai, je parlerai de ça dans un peu plus de détails par rapport à la partie préétude et à vos besoins. Donc, nous avons vu sur les slides précédentes comment on a identifié le besoin du client, comment on a étudié son profil de charge et son profil de consommation, comment on a dimensionné son installation qui colle à ces besoins-là. Et du coup, après ce dimensionnement, on a fait une installation qui a été mise en place et qui fonctionne. Mais on ne s'arrête pas là. En fait, on continue ce suivi. Ça serait dommage de vraiment s'arrêter à la partie installation et ne pas suivre l'installation après. Donc, on continue ce suivi à travers un suivi de l'exploitation et de la maintenance et qu'on suit en temps réel, à distance, avec des reportings. Donc, typiquement, après une mise en service, on gère à distance notre installation à travers des équipements qui sont installés avec les onduleurs qu'on appelle des data managers, donc où on verra en temps réel quelle est la production, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce que notre client utilise, quels sont les indicateurs de performance de l'installation et sur lesquels on va concaténer et sortir un rapport d'exploitation qu'on envoie à notre client d'une façon mensuelle ou d'une façon trimestrielle, c'est selon le besoin. Donc, dans ce rapport d'exploitation, il y a plusieurs indicateurs. Donc, non seulement on va faire des courbes de production sur les mois sur lesquels on est en train de travailler. Sur ces courbes de production, on va piocher dans certaines anomalies qu'on ne voit pas habituellement. Donc, comme vous pouvez le constater sur la diapositive, donc là, on a pris une production du mois de septembre 2019 sur une installation qui est à Gardaïa. Et donc, on constate effectivement que le 15 septembre, la production n'était pas très bonne. On se pose cette question et on va aller piocher dans ce 15 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va voir sur les indicateurs des équipements, on va toucher à d'autres indicateurs. Et puis là, on a constaté quand on fait un rapprochement avec les conditions météo, qu'effectivement, ce jour-là, il y a eu une couverture nuageuse qui a empêché une production maximale de l'installation. Donc, sur ce rapport d'exploitation, on sortira aussi des indicateurs en matière RSE. Donc, certains clients suivent et mettent en place ce genre d'installation, comme vous avez pu le voir sur la partie besoins, pour pouvoir répondre à des besoins RSE, à des besoins environnementaux. Donc, on sortira des CO2 évités, des mètres de cubes de gaz économisés à travers cette installation. Donc, on disait pour le 15 septembre qu'il y avait une couverture nuageuse. Comment on a vérifié ça? Donc, sur la diapo suivante, vous pouvez constater qu'on a fait des checks sur des sites météo où on a constaté qu'effectivement, le 15 septembre, comme vous pouvez le voir, il y a eu des nuages qui ont empêché cette production. Donc, ces anomalies peuvent être constatées sur d'autres types d'incidents qu'on détermine aussi. Typiquement, c'est des incidents qui se sont passés chez le client où il y a eu des anomalies sur certaines consommations, où ils ont branché certains appareils qui n'étaient pas adéquats ou d'une façon anormale. Et à ce moment-là, on rectifiera sur le point qu'on verra, qu'on voit où il y a l'anomalie. Donc, cette partie exploitation sert aussi à optimiser la consommation et la production d'énergie chez le client. L'optimisation sur la consommation peut se faire selon différents moyens. Walid en a parlé tout à l'heure. Donc, on propose à nos clients de mettre en place des minuteries pour pouvoir gérer la consommation de certains équipements pour la simultanéité, pour être sûr que, par exemple, les clients
climatiseur ne reste pas allumé à la fin des heures de travail. On utilise aussi des stabilisateurs de réseau quand on voit qu'il y a de gros problèmes de stabilité sur les réseaux, ou même on fait appel à de la domotique pour pouvoir gérer les différents équipements. Et cela, on le voit sur les différentes expériences que nous avons eues. On a pu optimiser jusqu'à 20% sur la consommation énergétique juste en mettant ce genre d'équipement qu'on avait sur des bases d'analyse sur l'exploitation. Donc, si j'en fais un petit retour d'expérience par rapport à ce que nous avons réalisé, je vous donne deux exemples. Le premier, il est à Gardaya. Donc, Gardaya, c'est un client assez exigeant qui a un besoin d'énergie électrique permanent, notamment sur certaines charges qui sont pour lui élémentaires. Sur ces charges, Myriam, tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà. Donc, sur ce client-là, on peut gérer l'installation à distance. Gérer l'installation à distance, on a mis en place une plateforme en ligne qui est spécifique à Sungy, où on partage ces informations d'exploitation avec le client, les informations de production, de consommation, de phase, donc tout ce qui est lié à son installation électrique, qu'on peut nous-mêmes en tant qu'ingénieurs Sungy suivre et exploiter, et sur lesquels notre client a une certaine visibilité et qui peut suivre en temps réel. Donc, cette plateforme online a été développée dernièrement. Elle gère aussi bien la partie production d'électricité sur l'exploitation, mais elle gère aussi la partie analyse de la consommation, comme l'avait spécifié Walid au début de la présentation, où on parlait de la mise en place d'enregistreurs de données. Et là, effectivement, cette plateforme gère aussi cette partie-là. Donc, on est en train de développer un peu plus cette plateforme pour pouvoir donner plus de détails sur certaines informations et permettre aux clients d'avoir vraiment une maîtrise totale de l'installation, en plus des rapports d'exploitation que nous donnons d'une façon régulière. Donc, sur le retour d'expérience, j'ai choisi de vous donner un aperçu sur deux installations que nous avons réalisées, une à Gherdaya et une autre à Rebizan. Celle de Gherdaya a été mise en service en 2018, donc le client, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assez pointueux sur sa consommation énergétique. Il a des besoins élémentaires pour certaines charges qu'il a souhaité couvrir et d'une façon vraiment sécurisée. Donc, du coup, il a mis en place une installation solaire, il a gardé son groupe électrogène, il a son réseau qui vient aussi en appoint, avec un parc de batterie aussi qu'on a mis avec l'installation solaire. Donc, la journée, son installation solaire produit de l'énergie pour ses besoins. Le soir, les batteries reprennent le relais et éventuellement, s'il y a un souci, là, à ce moment-là, le groupe électrogène démarre. On a constaté que depuis 2018, le groupe électrogène n'a pratiquement pas fonctionné et du coup, le client, là, on est en train de faire avec lui un autre projet. On va carrément enlever le groupe électrogène parce que maintenant, ils sont rassurés sur la partie prise en charge des charges. Sur Elizen, c'est un peu le même type de client. Donc, c'est un client aussi qui est exigeant, qui a un besoin en énergie électrique permanent qui doit être complètement sécurisé. Et là, suite au retour d'expérience, on a décidé d'enlever le groupe électrogène. On a mis un parc de batterie qui est assez important avec l'installation solaire et ça permet aux clients d'être vraiment complètement autonomes en matière d'énergie électrique et avoir le réseau conventionnel comme réseau de secours. C'est assez intéressant de voir les comportements de ces installations en matière d'autoconsommation, notamment avec le parc de batterie. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter demain au webinaire où on va traiter un peu plus dans le détail le dimensionnement du parc de batterie, le fonctionnement entre le solaire et les batteries qui sont mises en place et voir comment
les clients, à travers des parcs de batteries, peuvent vraiment avoir une autonomie totale sur leur installation. Donc, j'espère que j'ai fait le tour sur cette partie exploitation. Je pense que mon collègue Walid, qui est expert dans tout ce qui est exploitation, aura sûrement des choses en plus à dire pour pouvoir vous transmettre vraiment ses retours d'expérience avant de prendre des questions et je clôturerai ensuite avec quelques informations. Walid, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie exploitation? Oui, oui. Alors, sur la partie exploitation, c'est aussi très intéressant et très instructif. On découvre nous aussi des choses. On apprend aussi des choses. Euh, la couverture nuageuse, bien sûr, comme vous l'avez montré sur le graphique. On va aussi voir des fois le comportement de notre installation par rapport aux températures. On va constater aussi des changements par rapport aux saisons. On va pouvoir voir comment la production va évoluer à travers des saisons. Et tout ça, en fait, toutes ces informations qu'on va accumuler vont nous permettre d'affiner encore plus l'installation, d'y ajouter de petites améliorations qui sont très souvent des discussions avec le client qui vont nous permettre d'optimiser l'utilisation de l'installation. Et en fait, l'optimiser, c'est aussi la rentabilité, faire en sorte qu'elle soit rentable le plus vite possible. Donc, la partie exploitation est très importante, la partie gestion à distance est très importante, surtout dans des installations récentes où on dispose d'énormément d'informations. Donc, c'est très, très, très intéressant. Oui, je compléterai. Merci beaucoup, Walid. On regrette vraiment de ne pas voir votre sourire à Tlemcen. Je crois qu'on a eu quelques sujets à Bouzalera aussi, puisqu'on a perdu notre co-animatrice Sabrina. Je crois qu'elle a un problème d'électricité. En tout cas, pour compléter là-dessus, l'exploitation, pour nous, c'est absolument pas une option. C'est fondamental et ça fait partie du projet complet. On est de là très tôt en préétude et en calibrage des besoins. On travaille beaucoup avec vous pour comprendre vos zones de confort, là où est-ce que vous voulez absolument pas avoir de sujets. Donc, on met des backups à cet endroit-là et puis d'autres, des charges qui sont moins cruciales, moins vitales. Mais on offre 2 ans de garantie sur notre installation, c'est-à-dire que Walid, Ramzi, Mohamed, Sabrina et Marie, etc. sont encore là après. Ils ont leur smartphone. Toute la journée, ils regardent sur leur courbe. Le matin, ils regardent que les onduleurs se sont bien réveillés. Le soir, je reprends leurs expressions, que leurs onduleurs se sont bien couchés parce que pour eux, c'est très important. Et je suis ravie d'entendre à nouveau Walid qui dit que c'est très instructif pour lui. Donc, cette phase, pour nous, elle fait intimement partie du projet. Donc, on est encore là avec vous pour la suite et avec nos clients. Qu'est-ce qui se passe? Très simplement, pour moi, c'est une conviction personnelle, mais également pour d'autres installateurs et professionnels du secteur, c'est là l'avenir. L'avenir, il va être dans le pilotage à distance de votre centrale, dans l'anticipation de la poussière, du vent et à la minute, du coup, pour gérer la production et la consommation. Donc, typiquement, si demain, on sait qu'il va faire un peu moins beau vers 11h à Relizane et qu'on le sait en direct parce qu'on a un capteur de météo sur place, eh bien, on peut, avec le client, on aura paramétré ça en algorithme avant, par exemple, éteindre l'imprimante de l'assistante ou bien faire en sorte de vérifier en temps réel si la batterie elle est bien suffisamment chargée, si la production baisse un peu. Et donc, ce pilotage intelligent, qui est bien sûr sur les mêmes tendances que l'intelligence artificielle et tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est fondamental et c'est le cœur du sujet de ces prochaines années pour l'énergie solaire. Piloter à distance et en temps réel, quasiment sans intervention humaine, les choix de la consommation versus la production. Donc, notre partenaire chez SMA, qui était Pascal Richard, qui est venu en Algérie, qui a été, je fais un petit clin d'œil à Céline, je crois qu'elle est branchée, qui a participé avec la RENAC, avec la GIZ, etc., à une mission en Algérie. Aujourd'hui, il est président
d'un groupement d'entreprises en France. Ils ont fait solaire, digital. C'est typiquement, ils ont mis les mêmes problématiques au sein d'un même cluster parce que c'est vraiment l'avenir. Les ingénieurs, ils reçoivent en permanence toute la journée des datalogues, des erreurs, des choses qui vont bien. Tout n'est pas exploitable et tout n'est pas nécessaire pour vous. Mais nous, en revanche, on capte toutes ces données pour pouvoir agir et éventuellement même surveiller, vous appeler dans un cas extrême s'il y a besoin de corriger quelque chose. Donc, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et effectivement, comme le disait très justement Zuhal, même si 1h30, c'est assez court, eh bien finalement, on vous accompagne encore après pour vous aider à dimensionner en disant, voyez, là, il y avait un climatiseur, on ne savait pas, est-ce qu'il y a eu un changement? Ou alors même, on arrive à mesurer le changement des personnes, parce que c'est beaucoup les personnes qui font quand même la consommation de l'électricité. Et on a mis un minuteur, j'aime bien raconter cette histoire avec le client, on a mis un minuteur, la clim allait s'éteindre automatiquement à 17h, l'éclairage dans certaines zones de son usine à 18h en automatique, super. Mais il y a un gardien de sécurité qui était là en remplacement, qui n'est pas à bannir du tout, hein, mais qui n'avait pas été formé ou informé, eh bien, il coupait cette minuterie. Et quand il arrivait, la première des choses qu'il faisait, c'est qu'il rallumait tout finalement. Alors qu'on avait forcé les extinctions. Donc, on l'a dit au client, il a dit, mais non, c'est impossible, on a un minuteur. Et nous, on a dit, ah, c'est quand même bizarre parce qu'on le voit, on le sent, l'éclairage est encore allumé. En fait, il s'éteint, mais il se rallume. Alors, ils ont creusé un peu, on a été regarder la main courante et c'est là qu'on a compris tous ensemble que le gardien de sécurité était nouveau, qu'il n'avait pas eu la formation spécifique pour ce minuteur. Et donc, malgré ça, l'humain est encore à gérer avec ça. Voilà, tout ça, c'était des petits retours d'expérience qui font que sur cette phase d'exploitation, pour nous, c'est vraiment fondamental d'être encore là avec vous. Surtout que votre vie et votre consommation évoluent, bien sûr. Vous avez une augmentation de la capacité de votre production, vous avez des nouveaux collaborateurs, vous avez une baisse, vous lancez des nouveaux produits. Donc voilà, tout ça va influer sur votre consommation d'énergie. On est passionné, on pourrait vous en parler encore des heures, mais le seul message que je voulais passer, c'est que cette phase n'est pas une option, elle est vraiment fondamentale. On peut prendre des questions qui viennent s'afficher chez moi. Dans le cas d'une ventilation insuffisante ou mauvaise, comment va se comporter l'onduleur? Walid? Oui, alors, mauvaise ventilation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les onduleurs grâce à l'exploitation et à la gestion à distance, on va avoir ce genre d'informations très très tôt. On va avoir très très tôt des erreurs qui vont arriver, qui vont nous dire, bon, il y a un problème de température au niveau de l'onduleur. Donc, très très vite, on va pouvoir réagir, mais même si on ne va pas pouvoir réagir, l'onduleur ne va pas s'arrêter. Et en fait, il va faire baisser sa production et réguler sa température de telle manière à garder toujours un minimum par rapport à la température. Bien évidemment, si ça dépasse une certaine valeur, il va se couper, se mettre en sécurité. Et là, on recevra des alertes, ce soit dans nos smartphones, soit par mail, et on saura le problème, d'où vient le problème. Alors, généralement, dans nos installations, on préconise, surtout dans certaines régions du pays, de mettre des climatiseurs ou des systèmes de ventilation qu'on va pouvoir gérer d'ailleurs à travers l'onduleur. C'est l'onduleur qui va déclencher le système de ventilation ou l'arrêter. Donc, par rapport à ça, ça fait partie en fait de l'étude et du dimensionnement. Tout ça fait partie du dimensionnement. Merci Walid. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions et on a assez bien échangé. Je vous remercie de votre interaction sur toute la présentation. Ce que je peux vous dire pour clôturer, donc, c'est que Myriam, tu peux avancer s'il te plaît sur les diapositives? Oui, j'en profite juste pour reprendre et merci beaucoup Walid. Donc effectivement, les équipements onduleurs notamment, ils vont résister à ces chocs qui doivent être bien paramétrés. Comme il vous le disait, il y a des erreurs qui vont s'afficher. Il a des sécurités
hein, sur lequel il va lui-même réagir, souvent, d'où le choix des équipements. Ils sont stressés pour ça, sur les surtensions, les sous-tensions, les problèmes de ventilation. Il va nous alerter souvent, et si on ne réagit pas à son alerte 3, 4, 5 fois, bah, il va dire « Ok, je m'arrête ». Donc, on a quand même des paliers d'escalade sur lesquels on a le temps d'agir. Voilà. Zol, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Tu as la main sur les sondages. Oui, donc merci Myriam. Donc avant de clôturer et de vous donner mes dernières recommandations, donc en fait j'ai lancé un sondage pour déjà savoir sur quel canal vous êtes connecté avec nous. Ça nous intéresse, ça nous permet d'être plus en contact avec vous et vous informer sur la suite des prochains webinaires. Je lancerai aussi à la fin un petit sondage pour connaître votre niveau de satisfaction et voir quels sont les points sur lesquels on devrait s'améliorer ou sur lesquels on va pouvoir vous donner plus d'informations. Avant de finir, moi, je me tiens à votre entière disposition. Si vous avez des besoins ou d'autres questions, c'est la même chose pour mes collègues. Donc, il y a nos coordonnées sur notre site web avec les adresses mail et les numéros de téléphone. Le mien est affiché dans cette diapositive, donc je suis à votre disposition pour tout besoin, pour tout dimensionnement que vous voulez. Donc, en cette période de confinement, nous mettons à disposition aussi notre expertise et le temps de nos ingénieurs, une partie du temps de nos ingénieurs pour faire des analyses de vos factures d'électricité, analyser votre bilan énergétique et carrément vous faire une préétude pour vous aider à vous lancer dans le solaire et dans l'autoconsommation solaire. Donc, n'oubliez pas que les webinaires Sunji continuent jusqu'à la fin de la semaine. Donc, demain, nous aurons stockage. Après-demain, nous parlerons du générateur solaire et jeudi, nous parlerons de l'éclairage solaire qui est l'une des premières applications solaires qui est utilisée. Donc, si globalement sur le canal de communication sur lequel vous êtes communiqué, donc c'est plutôt des newsletters Sunji et sur LinkedIn, nous essayerons de vous tenir informés dans tous les cas sur la suite des choses, sur les différents canaux, nous continuerons. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page LinkedIn et visiter notre site web. Vous trouverez plein de détails sur ce que nous avons dit et sur nos réalisations. Si je lance le dernier sondage avant de clôturer par rapport à votre niveau de satisfaction, j'espère que vraiment on a pu vous transmettre notre passion, les informations qu'on vous a données vous ont été utiles. Nous tâcherons d'organiser d'autres webinaires un peu plus détaillés sur la partie autoconsommation selon les questions que nous avons reçues sur ces 2 sessions de webinaire. Et j'espère qu'on vous reverra très vite et on restera en contact très vite sur les différents réseaux. Alors, pendant qu'il y a le vote, on avait des participants en Allemagne, au Maroc, à Tlemcen, à Toulon, à Biscarrosse, à Paris, Alger, Bousalera. Je crois qu'on avait Mascara aussi avec nous et Oran. Je suis ravie. J'espère que ça vous a plu, qu'on a su vous expliquer en 1h30, c'est très court, la méthode pour l'autoconsommation et de vous convaincre que c'est une solution d'avenir quand elle est bien calibrée et bien étudiée. Ah, il y a Wargla aussi, super. Ouais, super. Eh ben, je vois sur les sondages sur la satisfaction que la plupart sont très intéressés par ce webinaire et son contenu. Donc, nous tâcherons de mettre plus de détails sur des points spécifiques sur les prochains webinaires. Je vous remercie. Merci à mes collègues et merci à vous et merci pour votre interaction et vos questions. À très bientôt. À très bientôt. Merci.